Achnacarry, Scotland. Un bout d'Écosse de carte postale avec un petit château de grès juché sur les hauteurs à quelques dizaines de miles du Loch Ness. C'est ici que les kiffers s'installent, pour certains, dès la fin du mois d'avril 1942. Comme Coucou, le basque de notre aventure, ils vont suivre au beau milieu des Landes, sous les sommets des Highlands, un entraînement qui doit les transformer en soldats d'élite. On n'avait pas beaucoup de temps, on était toujours en déplacement, toujours en entraînement. Alors, se coucher, allez, il fallait se relever. Quick speed, allez, vas-y. Tu as tué un cheval, oui. Nous sommes 2 ans avant le débarquement, mais ça, personne ne le sait encore. Alors, pourquoi l'Écosse ? Pourquoi ce recoin du royaume a été choisi pour entraîner tous les commandos ? Eh bien parce que, loin du blitz londonien, au moins on est tranquille. Les Allemands ne perdront pas ici leurs munitions, ils sont trop occupés à bombarder la capitale anglaise. Aussi parce que les chemins escarpés et les lacs qui ponctuent le paysage, finalement, c'est assez pratique pour préparer des opérations amphibies. Et ce, dans le plus grand des secrets, ici, à l'époque, il n'y a pas âme qui vive dans un rayon de 10 km. Et puis parce que dans la noblesse écossaise, on a le sens du sacrifice pour la couronne. Lord Lochiel of Cameron, vétéran de la Grande Guerre, met son immense domaine à la disposition de la Royal Navy. Ces terres vont voir passer tous les soldats d'élite britanniques, 20 000 volontaires au total, et donc les 177 Français du commando Kiefer. Je ne sais pas s'ils ont eu peur de quoi que ce soit, nos Kiefer, en posant leur pactage, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont en baver. Bienvenue dans les voix du commando Kiefer, un podcast France Bleu avec le Mémorial de Caen. Je m'appelle Julien Corbière. Épisode 2, les Kiefer à marche forcée en Écosse. On nous a amenés à Achnacarry. Alors, toujours plein d'illusions. Arrivé là-bas, il y avait des camions. On s'est dit, chouette, il y a les camions. Mais les camions, c'était pour les sacs. Nous, il était question de gagner le camp à pied. Parce que les trains étaient minables en anglais. Et ils sont toujours d'ailleurs. Alors, on était déjà fatigués quand même. Cette arrivée, elle a marqué tous les Kiefer. Après des dizaines d'heures de trajet inconfortable en train, même Paul Chausse, le Normand de la bande, le solide, est éprouvé. Et puis il y a cet étrange cimetière qui vous accueille à l'entrée du camp. En arrivant, on passait devant les tombes déjà. Sur le moment, alors les tombes avec une inscription, caporal untel, tué à la suite d'une négligence en nettoyant son arme ou n'importe quoi. Enfin, il y avait toute une lignée de types qui avaient été tués pendant l'entraînement. Alors là, l'entraînement était extrêmement dur, surtout pour les Français. La marche inaugurale de 7 miles, 11 km, avec le dernier col vers le château, c'est le début d'un enfer. Un enfer qui fera dire à certains commandos que finalement la guerre, la vraie, c'était moins dur. Mais au son des cornemuses écossaises, Achnacarry, c'est aussi le premier acte fondateur du commando Kiefer. Le rite de passage obligé pour décrocher le fameux béret vert. Nous couchions même le sol, sous des baraquements tout ondulés, là, tout dans le nord de l'Écosse. Là. Et au petit matin, pour Coucou et les autres, l'entraînement, Coucou il appelle ça le training en anglais, avec l'accent basque quand il raconte au micro de l'historien Stéphane Simonet, eh bien cet entraînement reprend de plus belle. J'étais très sportif à l'époque. Oui. J'avais joué au rugby, j'avais joué à la pelote basque. J'étais sportif. Mais il y en a qui en bavaient, il y en a qui avaient des pieds en sang. Il fallait les trimballer sur le dos, il fallait les traîner. Puis alors vous êtes motivé, vous faites quelquefois des choses que vous ne feriez pas autrement. Celui qui était avant vous sautez, il n'y a pas de raison, vous ne le sentiez pas. Et ainsi de suite. Mais le training était dur. Puis à tout moment de la journée, il nous appelait. Et quand il pleuvait, torse nu. Puis il ne disait pas là, on va descendre. Non, allez, des marches à la boussole, des marches de nuit. Dans la journée, il fallait faire du feu, réchauffer des pierres pour nous réchauffer la nuit. Et le lendemain, on se déplaçait ailleurs, ci et ça. Le colonel Vaughan, le patron de cette école de commando, est un créatif, mais pas vraiment un drôle sous sa moustache austère et son béret vert vissé sur la tête comme une excroissance de lui-même. Marche forcée de jour et de nuit sur 10, 20, 30 km, avec pactage la plupart du temps.
Dans l'enceinte de la base, il est interdit de marcher, il faut toujours courir et jamais les mains dans les poches. Les entraînements se font à balles réelles, dans la lande, dans les arbres ou au milieu du Loch-Lochy. C'est ce même colonel Vaughan qui a eu la merveilleuse idée d'installer à l'entrée du château des tombes de commandos morts à l'entraînement, le fameux cimetière que Paul Chausse a vu tout à l'heure. Avec par exemple l'épitaphe « Une exécution plus rapide des ordres aurait évité l'accident ». Forcément, ça donne envie de faire l'effort. Ce que les commandos ne savent pas, c'est que ces tombes sont fictives. Dans cette ambiance sinistre, il n'y a que Léon Gauthier qui a la tête assez dure pour trouver de quoi en sourire encore. J'ai une anecdote qui me fait rire, c'est que dans le truc d'obstacle, il fallait sauter une fosse à purin qui fait peut-être 2 mètres, vous voyez, monter à 4 mètres de haut, là, puis vous sautez là. Alors on vous dit de la sauter. Bon, moi j'ai sauté à chaque fois, mais quand j'avais fait près du bord, on disait non, faut recommencer. Fallait tomber dedans. Pour leur faire plaisir, il fallait tomber dans la merde jusque-là. Alors moi, une fois j'ai recommencé, j'ai dit ça va, j'ai compris. Hein, bon. Et comme il savait, je fais celui qui mélange, je savais qu'il allait me repousser dedans. Le type était au bord là. Et ben, je n'ai pas sauté justement au bord, j'étais en plein milieu, il m'a pris plein la gueule. Il me dit, je t'aurais. C'était le sergent Bichel, il s'appelait, ce barbet. On est devenus copains après. Et là, on va tous se baigner dans la rivière. Alors, la rivière, c'est de la neige fondue qui descend de la montagne. Alors, Barbet est toujours la réflexion d'un copain qui fait. Elle est drôlement bonne, te fatigue pas. Te fatigue pas. Te fatigue pas, elle est drôlement bonne. Alors là, on va dans la flotte, bien sûr, c'est le meilleur moyen de se laver. Hein. Beaucoup sont déshabillés, lavés. Moi, j'ai sauté dedans directement, tout habillé, c'était le mieux. Il y avait des types chez nous. Maintenant, les commandos sont choisis au point de vue physique. Mais nous, chez nous, il y avait des petits, des grands, des gros, des mecs, il y avait tout. Hein. Paul Chausse, le plus normand des kiffers. Et le plus minable parmi nous, les commandos, était peut-être le plus courageux de tous. On le poussait, bien sûr, parce que c'est pas comme une compétition sportive. Hein. Quand on arrivait quelque part, il faut que tout le monde arrive. Parce que si vous arrivez devant une position allemande avec personne, hein, alors il fallait que tout le monde arrive. Pour moi, ce qui était le plus dur, c'était de traverser une rivière sur une corde, là, vous savez. Parce que j'étais souple comme un chien de plomb. Hein. J'étais plutôt pour les trucs de résistance. Et à la fin du cours, ça se terminait par une marche de 72 heures. Il y avait même quelques rangers américains qui avaient demandé à suivre aussi. Mais au bout de, je ne sais pas combien, 20 ou 30 heures, ils disparaissaient à l'horizon. Le camp d'Aknakari, pour une grande partie de nos commandos, ça ne dure que 6 semaines. Mais chacun de ces anciens combattants se souvient avec précision de ce qu'il a pu vivre pendant son séjour écossais. Des années plus tard, les kiffers retourneront sur place comme un passage obligé sur le parcours initiatique, là où tout a vraiment commencé, là où ils sont devenus aussi un peu british. Ici, il faut que je prenne le temps de vous présenter un nouveau personnage. Il s'appelle Robert. Robert Sarins. Robert qui roule les R quand il parle. C'est un militaire de carrière, encore un. Avant la guerre, il était fusilier marin. Mais ce n'est pas dans une école du Doubs, son département de naissance, qu'il a vraiment appris à parler la langue de Shakespeare. C'est ici, en Écosse, pas le choix. Mais nous sommes commandés par les Anglais, comme les Anglais. Et nous étions contents qu'on ne fasse pas de distinction entre les Anglais et nous. Tant fiers d'être considérés comme eux. Quand l'encadrement britannique a cherché à se comporter envers nous comme il se comportait envers leur personnel. Voilà, exactement. Pas de distinction. Certains officiers ne nous voyaient pas d'un très bon œil, mais ils faisaient bonne figure quand même, bien obligé. On savait pourquoi, on savait ce qu'on voulait, on savait pourquoi on le faisait. On voulait débarquer, on voulait continuer la lutte contre l'Allemagne. Voilà. Chez les commandos, on a eu l'impression, la certitude presque, qu'on avait, c'était là qu'il fallait être pour être, on était au bon endroit, si vous voulez, au bon endroit, au bon moment. Nous avons été contents quand le commandant Keffer nous a dit on sera dans le coup. À la fin de l'été 1943, les kiffers sont prêts. Pas encore prêts pour le D-Day, mais prêts en tout cas à préparer ce D-Day
en menant des opérations commando. Ça peut être des raids nocturnes sur les côtes occupées ou des opérations coup de poing sur les plages françaises, par exemple. Quand ils vous voient arriver, ils se doutent bien que c'est pas pour faire du tourisme. Hein. Mais enfin, bon, c'est secret. On regarde ça pour nous. D'accord. Quand on part, on sait pas où on part. Ces opérations commando, c'est désormais leur raison d'être, leur nouvel ADN, pour ainsi dire. Personne n'est au courant même Kieffer et autres, au départ, ne savaient rien. Paul Chausse. Les Anglais avaient toujours des états-majors à grande profondeur. On nous communiquait des documents. Alors, s'il y avait un endroit qui vous paraissait bizarre, les Anglais envoyaient aussitôt un avion prendre des photos. Ça, vraiment, tout était fait de façon extraordinaire. Ces raids menés à partir de Noël 1943, leur nom de code c'est Artax, ils ont finalement 2 buts. 1, la reconnaissance. Il faut absolument obtenir des renseignements précis sur les forces allemandes présentes sur les côtes normandes, et ce, avant le débarquement, en venant observer pendant quelques heures sur place. Et 2, la déstabilisation. Les Alliés veulent entretenir le flou sur leurs intentions en menant des percées partout et pas qu'en Normandie. Coucou, Joseph Oursery-Garaï est envoyé sur l'île de Jersey, par exemple. Il débarque dans une zone particulièrement escarpée. La nuit est déjà tombée. Vous savez, dans ces cas-là, hein, on ne discute pas beaucoup. Hein. On met le pied à terre et puis à l'écoute. À l'écoute à gauche, à l'écoute à droite. Le capitaine britannique avait été tué par une rafale de mitrailleuse. Son corps, nous l'avons ramené en Angleterre. Nous sommes rentrés en profondeur dans l'île. On s'est mis en position autour d'une maison, puis le Hulot et le Hayton et le capitaine sont rentrés. Ils ont conversé avec je ne sais qui, puis nous sommes repartis dans des lieux que vous ne connaissez pas. Vous ne saurez pas trop où vous êtes. Hein. Il y avait le phare qui passait, qui nous éclairait, les chiens qui aboyaient tant de plus. Les Boches, ils savaient qu'on n'y était pas là. Mais exactement où? Vous savez, lorsque vous arrivez dans un lieu que vous ne connaissez pas, et puis c'est la nuit. Mais quand même, l'utilité de l'entraînement, l'endurance, et puis savoir se blottir à terre. Ce n'est qu'après qu'on vous a dit que vous étiez à Jersey. Oui. Le 20 janvier 1944, Paul Chausse commande lui un raid au large de la Belgique. Des hommes doivent être envoyés tout près d'Ostende, mais notre Kieffer décide d'annuler l'opération au dernier moment, contre l'avis du commandement. La mer du Nord, en plein hiver et en pleine nuit, c'est pas du gâteau quand même. Hein. Il y a une tempête qui s'est plus ou moins déclarée, on est rentré à dos. Par la suite, j'ai senti un petit peu que, Treppel m'en a pas parlé, mais que je suis certain que dans son idée, il aurait voulu qu'on fasse opération quand même. Il aurait voulu que vous alliez jusqu'au bout. Oui, pourquoi? Pour se faire massacrer pour rien? Ouais. Quelques mois plus tard, au large de la Hollande, le capitaine Charles Treppel, un des chefs reconnus et admirés des Kieffer, se retrouve un peu dans la même situation que Paul Chausse, mais lui, il décide de maintenir l'opération et elle vire au fiasco. C'est une terrible épreuve pour les Kieffer. Ce jour-là, ils perdent d'un seul coup 6 des leurs. Leurs corps seront retrouvés, mais on ne saura jamais précisément comment sont morts le capitaine Treppel, le second maître Agneray, les quartiers-maîtres De Villers, Guy et Rivière et le matelot Cabanella. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Chacun a raconté son histoire et on n'a jamais su quoi que ce soit. Et les raids ont été arrêtés parce que c'était le moment du débarquement. Parce que même on avait commencé à une époque même à faire de l'entraînement pour le parachutisme aussi, sur des camions. Puis tout s'est arrêté. Alors ces raids de fin 43, début 44, ça faisait partie des sujets délicats à aborder, comme une histoire de famille qu'on ne met jamais sur la table, le genre d'histoire qui a provoqué des tensions autant que forgé des liens. Moralement, physiquement, les Kieffer du début de notre épisode, ceux des années 40, ont beaucoup changé. Après leur formation à la dure en Écosse et les premières épreuves du feu, donc, ils vont rejoindre maintenant le sud de l'Angleterre, où c'est visiblement là que ça se passe. Une opération militaire hors norme se prépare, c'est certain. Mais dans quel pays? Sur quelle côte? Ça, personne ne le sait pour le moment.
Vous venez d'écouter Les Voix du Commando Kiefer, un podcast coproduit par France Bleu Normandie avec le studio de création France Bleu. Cette série a été imaginée avec l'historien Stéphane Simonet et avec le concours du Mémorial de Caen. Journaliste Julien Corbière. Technicien Benoît Cousin et Jean du Cimetière. Production Véronique Sapé et Fanny Rascle. Vous pouvez écouter dès à présent l'épisode 3 pour découvrir la suite de l'histoire des commandos Kiefer, veillée d'armes sur les côtes anglaises, ou cliquez sur le zoom que je vous propose avec l'historien Stéphane Simonet pour en savoir plus sur les commandos des soldats pas comme les autres. À bientôt.